Est-ce que vous savez pourquoi la plupart des freelances WordPress galèrent à vivre de leur activité, alors que d'autres facturent 3, 4, 5, 6 000 euros par mois avec leur micro-entreprise et se versent des salaires confortables? Pourquoi certains songent à prendre un travail alimentaire à côté, tandis que d'autres refusent des contrats et doivent même déléguer une partie de leur travail à des confrères et des consoeurs? La vérité, c'est que ce n'est pas une histoire de technique, c'est une question de stratégie. C'est ce qui fait qu'on peut vendre un site 1 000 euros ou 10 000 euros. Et on est d'accord, on n'est pas la même chose dans ces deux prestations pour justifier l'écart de prix. Hélas, la plupart des freelances passent à côté de belles opportunités parce qu'ils se concentrent sur les mauvaises choses. Ils pensent qu'il faut apprendre plus de compétences techniques, mais restez avec moi, je vais vous montrer que ce n'est pas vrai. Dans cette vidéo, je vais vous faire part de mon parcours et des enseignements que j'en ai tirés pour vous éviter les erreurs qui font que peut-être aujourd'hui, vous ne vivez pas confortablement de votre activité. On va donc voir la différence entre les freelances qui ont du mal à boucler les fins de mois et les autres qui ne se posent même pas de questions. On va parler de 3 clés essentielles. Déjà, est-ce que vous savez faire des sites rentables? Ensuite, est-ce que vous proposez vos services aux bons clients? Et aussi, le piège à éviter pour ne plus avoir peur de manquer de clients. Alors si vous cherchez à faire décoller ou à transformer votre activité de freelance WordPress pour pleinement vivre de cette activité, cette vidéo est faite pour vous. Je vais commencer par vous raconter une anecdote. On a eu Franck au téléphone la semaine dernière, qui se renseignait sur nos formations et qui nous faisait part un petit peu de son parcours. Il était d'abord graphiste, puis il est devenu développeur. En fait, il aime bien aller au fond des choses, aussi bien dans le beau, si vous voulez, que dans le fonctionnel, et tout ça très sur mesure. Donc en fait, plein de compétences. Et derrière, il a un portfolio bien fourni, pas mal de sites, on voit qu'il a travaillé avec plein de clients. Mais le problème, c'est qu'il sait qu'au fond de lui, c'est pas suffisant. Il y a un petit quelque chose qui manque. Et le pire, c'est que ses clients lui disent. Ses clients ne sont pas très satisfaits de ce qu'il leur a apporté. On parle parfois de sites e-commerce entiers qui derrière n'ont pas de trafic. Et donc, on sent qu'il y a un problème là-dedans. Du coup, c'est vraiment gênant parce que quelque part, il sait faire des sites qui n'atteignent pas leurs objectifs. Et ça, il faut le déconstruire. Alors, si je vous raconte ça, c'est peut-être parce que c'est aussi votre cas. Peut-être que vous dites, ah ben tiens, j'ai des demandes, mais je les signe pas, j'attire pas les bons clients, ils ne me font pas confiance, il y a quelque chose qui est vraiment gênant là-dedans. Et souvent, dans ces moments, on se dit, ok, c'est que je dois manquer de compétences techniques. Donc, je devrais aller me former pour en apprendre plus, pour être plus capable d'avoir réponse à tout et de dire avec beaucoup de certitude, oui, je sais faire. On se dit que quelque part, les clients recherchent des profils plus avancés qui savent faire plus de fonctionnalités. Mais le problème n'est pas là. Alors, dans certains cas, pour des projets assez pointus, oui, mais souvent, c'est pas le cas. La réalité, c'est qu'on doit comprendre pourquoi on fait des sites internet, quels sont les problèmes que l'on résout au fond. Et qu'on le veuille ou non, dans 90% des cas, les clients qui veulent des sites, ça va être pour gagner de l'argent. Soit en vendant plus de produits ou plus de services, parce qu'ils seront plus visibles, ils seront plus trouvés, ils auront plus de trafic, ils seront plus convaincants, plus différenciants. Et le site est un bon outil pour ça, donc soit on gagne de l'argent parce qu'on vend plus, soit on gagne de l'argent parce qu'on économise du temps à côté. Et là, le cas, il peut être assez intéressant, c'est peut-être quelqu'un qui passe sa journée au standard ou à répondre à des emails, des demandes d'informations, alors que peut-être qu'un site bien visible, bien construit et bien clair pourrait répondre de façon préventive à toutes ces questions-là. C'est peut-être quelqu'un qui, plutôt que de passer 20 heures au standard téléphonique, va plus en passer que 5, et on va du coup économiser son temps pour peut-être lui faire des tâches à plus forte valeur ajoutée, parce que c'est le site qui aura pris ça. Donc en fait, dans les deux cas, qu'on veuille vendre plus ou économiser du temps, on y revient, c'est pour gagner de l'argent. Et du coup, la différence entre des freelances qui galèrent et d'autres qui facturent jusqu'à 6 000 euros par mois, c'est leur capacité à faire des sites rentables. Du coup, voilà 3 leviers que vous allez pouvoir utiliser pour vous aussi aller dans cette direction avec vos clients. Pour simplifier, on peut dire qu'il y a une espèce de jauge, si vous voulez, qui symbolise les 3 niveaux d'efficacité d'un site. Et le premier niveau, c'est celui du site crédible. Le site, en fait, va constituer un élément de réassurance. C'est-à-dire que pour une entreprise, un entrepreneur donné, cette entreprise va trouver ses clients d'une autre façon. Ce n'est pas le site qui doit faire ce travail pour amener des clients à soi. Par contre, ça veut dire que, je sais pas, ils sont présents dans des salons, il y a du réseautage, il y a peut-être des pubs, il y a beaucoup de présence sur les réseaux sociaux. Peu importe, on a d'autres canaux d'acquisition. Et dans le processus d'achat et de réflexion, le client final, pas celui pour lequel on travaille, celui qui va être en contact avec notre client, va souvent faire des recherches. Il veut s'assurer qu'il va travailler avec une entreprise
digne de ce nom. Il va vérifier, y a-t-il des avis? Qu'est-ce que dit leur site? Est-ce qu'il est bien fait? Est-ce qu'il est crédible? Qu'est-ce qu'il renvoie? Et donc, on est vraiment sur le fait que ce site-là n'est pas un atout indispensable, il vient apporter un petit peu dans le processus de décision. Mais du coup, vu qu'il a un rôle, on va dire, mineur, on ne peut pas le vendre bien cher. Et c'est presque une question de symbolique. C'est pour ça que pour des entrepreneurs qui débutent, peut-être qu'au début, le temps que le référencement naturel se fasse et tout ça, c'est pas une bonne idée de leur dire « Oui, venez, mettez direct 2, 3, 4, 5 000 euros dans votre premier site. » Non, ça va mettre trop de temps à porter ses fruits. Donc à la place, essayons de faire un site qui va travailler juste la crédibilité, la réassurance, et forcément, ça, on peut peut-être pas le vendre plus de 1 000 euros. Pour autant, c'est pas des sites au rabais qu'il faut faire. Il faut réussir à faire le strict minimum en référencement, il faut quand même sécuriser, il faut faire bien son travail, mais tout en se disant, l'ambition de ce site, faut pas qu'elle soit trop forte. C'est une première étape, c'est une V1, si vous voulez, et de cette V1, on peut avoir une fondation très intéressante pour passer au niveau 2. Ce qui nous amène justement au site visible. Lui, il a un rôle différent. Il a besoin, du coup, d'attirer du trafic, d'attirer de potentiels clients qui, parce qu'on est visible sur les bons mots-clés, sur les bonnes requêtes, alors, il nous met sous les yeux de centaines de milliers de personnes. Forcément, il y a plus d'ambition dans ce projet. Il va falloir qu'on soigne beaucoup plus le référencement naturel. Il va falloir une approche plus stratégique, faire une étude lexicale, une étude de la concurrence, et bien travailler ensuite aussi bien le référencement du site que les textes, que peut-être le netlinking autour. Alors, je vais un petit peu loin, mais c'est histoire que vous compreniez l'idée. Quelque part, ces sites-là, on ne les vend pas à 1 000 euros. Il y a beaucoup plus de réflexion de travail, et surtout, on a une obligation de moyens. On se dit, là, ce site-là, avec telle ambition, je vais devoir ajouter tout ça et tout ça, pour qu'il atteigne des résultats, pour qu'il atteigne son objectif. Donc vous allez me dire que tous ces éléments qu'on ajoute, c'est plus de temps, c'est plus d'expertise, ça coûte plus cher, et effectivement. Mais du coup, ça veut dire aussi que c'est pas pour tous les clients. Ça veut dire qu'il faut un certain niveau de maturité, et peut-être qu'on peut le voir comme la V2 de cette fondation qu'on avait fait au tout début. Peut-être qu'un entrepreneur, sa première année d'activité, il va faire un site de crédibilité. Peut-être qu'en année 2, il peut passer au niveau du dessus, il va réinvestir pour améliorer l'existant. Et on peut raisonner comme ça en palier. Ce qui nous amène au dernier palier. Donc on n'est plus sur le site crédible, on n'est pas sur le visible, ça c'est acquis, on a les deux, on part sur le convaincant. Un site convaincant ou différenciant. C'est ce qui fait que, par rapport à nos concurrents, quelque part, on va avoir des textes plus clairs, un web design plus poussé. On va mieux expliquer ce que l'on fait, on va donner plus d'arguments. Et en fait, quelque part, le site n'est plus juste un outil de communication ou de visibilité, ça devient un outil commercial à part entière. C'est ce qui fait qu'un site, même visible, peut générer 0 appel, 0 message, 0 demande. Et là, au contraire, d'un coup, il y a des demandes entrantes. Et il faut même quelqu'un avec un profil commercial qui va pouvoir traiter toutes ces demandes derrière. Forcément, ça demande plus de compétences ou plus de prestataires. On peut s'entourer, on n'a pas besoin de tout faire tout seul. On peut avoir d'autres freelances qui vont nous aider à arriver à ce résultat-là. Mais c'est beaucoup plus cher. Et forcément, c'est pas du tout la même ambition, donc c'est pas du tout le même budget. Mais là, on arrive au summum. On a un site crédible, visible, convaincant, et nos clients en ont normalement pour leur argent. Mais ça leur demande un niveau de maturité plus grand. Il faut vraiment une logique de retour sur investissement. C'est peut-être investir 10 000 dans un site, parce qu'on se dit que derrière, on va récupérer peut-être à la fin d'une année 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc en fait, elle est là la logique. C'est que plus ils investissent, plus ils attendent de retour, et plus normalement avec tout ce qu'on met en place, ils auront de résultats. Mais c'est là où justement, on n'a pas une obligation de résultat, une obligation de moyens. Il faut mettre en place tout ce qu'il faut pour aider l'entreprise à atteindre des résultats, et c'est comme ça qu'on revient sur la notion de site rentable. Du coup aujourd'hui, si vous ne raisonnez pas ainsi, et c'est normal, c'est pas votre faute, on l'apprend pas forcément partout, peut-être que vous passez à côté d'opportunités, peut-être que vous posez de mauvaises questions, ce qui font que les personnes avec qui vous êtes en contact finissent par se tourner vers d'autres prestataires qui, eux, vont tenir ce discours. Alors, dès aujourd'hui, posez-vous la question, est-ce que vous avez face à vous quelqu'un qui veut un site crédible, visible ou convaincant? Et du coup, vous, de l'autre côté, est-ce que vous savez faire de tels sites? Et ensuite, est-ce que le client a les moyens de ses ambitions? Ou est-ce qu'il faut le ramener un petit peu sur terre? Et justement, on a eu le cas dans notre programme récemment, aussi bien avec Fanny qu'avec Rachel il y a quelques semaines, où elles étaient en concurrence avec d'autres freelances et d'autres agences. Elles ont déroulé la méthode qu'elles ont vue à nos côtés, et elles ont tout de suite marqué des points, et à la fin, le client leur a dit, écoutez, si je vous ai choisi, c'est parce que vous
Vous avez fait le lien entre ma demande technique et ma demande business et vous avez compris mon ambition, vous avez su vous positionner là-dedans. Ça a drastiquement changé leur façon de trouver des clients, de trouver des missions, de signer, alors que précédemment, quelque part, elles étaient en concurrence et elles ne remportaient pas tous les contrats. Je ne vous dis pas qu'elles les remportent tous. Pour autant, ça augmente drastiquement les chances de signature et c'est ce qui fait que derrière, c'est avec beaucoup plus de sérénité qu'on peut accueillir chaque demande entrante et qu'on peut développer son activité. Du coup, ça c'est la première étape pour avoir de bonnes fondations en tant que freelance, pour facturer à sa juste valeur et parler le même langage que ses clients. Et franchement, ça change tout. C'est ce qui fait que moi, mon premier site, je l'ai vendu à 390 €. Et budget low cost, effort low cost et résultats low cost. Mais une fois qu'on a compris les règles du jeu, alors tout change et c'est avec beaucoup plus d'assurance qu'on aborde l'avenir. Déjà, si vous avez bien compris ces 3 niveaux d'efficacité pour un site, vous avez une grille de lecture qui va tout faciliter à l'avenir. Ok, mais maintenant, on les trouve comment, ces clients? Parce que si on veut générer plus de 6 000 € de chiffre d'affaires par mois pour se verser environ 4 000 € de rémunération nette en micro-entreprise, il faut trouver des clients qui ont des moyens. Et forcément, selon le niveau d'efficacité d'un site, c'est pas la même formule derrière. Parce que pour faire 6 000 €, on peut se dire que c'est 8 clients à 750 € chacun. Donc là, on va plutôt parler de petits sites pour travailler la crédibilité. Mais ça fait beaucoup de clients tous les mois. Mais ça peut aussi être 4 clients à 1 500 € chacun. Et là, il faut pas que ce soit juste des sites de crédibilité, mais qu'on glisse vers la visibilité, forcément. Ou sinon, ça peut aussi être 2 clients à 3 000 € chacun. Et là, il faut dérouler un plus gros dispositif pour faire des sites crédibles, visibles et convaincants. Et hélas, souvent, on pense que pour saigner un client, il faut s'aligner, il faut descendre ses prix pour être plus compétitif, pour être choisi. Le problème, c'est qu'en réalité, que vous ayez un client à 4 000 et un client à 500 €, admettons, ça peut prendre exactement le même temps. Donc ça veut dire que si vous multipliez les petits clients, ça vous prend beaucoup de temps et d'énergie, beaucoup plus que si vous aviez juste des plus gros clients à servir. Donc au final, plus les projets sont petits, plus il faut de clients, et plus les projets sont ambitieux, et moins il faut trouver de nouveaux clients. C'est finalement une question de quantité et de qualité, et c'est là qu'il y a une carte à jouer. Si vous avez déjà eu des touches ou des discussions commerciales, vous savez que toutes les missions ne se valent pas, elles sont vraiment inégales. On va parfois travailler avec des entrepreneurs qui vont essayer de restreindre au maximum le budget parce qu'ils vous mettent en face de Wix ou de sites faits avec de l'intelligence artificielle, et vous êtes quelque part de poids équivalent avec ces solutions automatisées ou dans lesquelles ils vont devoir investir beaucoup de temps. Ça veut dire aussi que vous allez peut-être travailler avec des entrepreneurs débrouillards qui ont essayé de faire les choses par eux-mêmes. Et c'est génial au début quand on n'a pas de moyens, on va pas se mentir. Mais ça veut dire aussi que vous intervenez pour réparer des boulettes. Ah tiens, j'ai cassé quelque chose, est-ce qu'il y aurait pas un freelance qui pourrait m'aider et le moins cher possible? Ah tiens, je veux juste changer la couleur d'un bouton, budget de la mission, 25 €. Non, c'est pas avec ça que nous, on peut vivre de notre activité. Pourtant, vous multipliez peut-être votre présence sur les plateformes de freelance, vous yotez ce qui se passe et ce qui se dit dans des groupes d'entraide, en espérant pouvoir filer un coup de main, être remarqué. Moi, je peux vous aider si vous voulez. Mais le problème, c'est que c'est pas là où vont se trouver les vraies opportunités. En fait, la vraie question à se poser, c'est est-ce que vous savez comment des entreprises trouvent des freelances d'habitude? Et la réponse est assez simple, ils demandent autour d'eux. Ils vont chercher une recommandation. Ce qui se passe, c'est que les entrepreneurs et les entreprises qui se tournent vers les plateformes de freelance ou vers les groupes d'entraide, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de recommandation dans leur réseau. Ils ont peut-être demandé à 1, 2, 3 personnes, tiens, est-ce que tu connaîtrais pas un bon webmaster ou ci ou ça? Et quelque part, personne leur a dit, ah oui, moi j'ai une pépite, je peux te la présenter. Non. Donc, par dépit, ils vont chercher, ce qui leur demande d'ailleurs pas mal d'énergie, pour sélectionner. Et en plus, il n'y a pas un grand degré de confiance. C'est pour ça qu'ils vont essayer d'être sur la retenue, pour ne pas donner trop de budget, pour ne pas se faire arnaquer, ou pour ne pas tomber sur un freelance qui va peut-être mal faire le travail, ou ne pas le faire du tout, et se barrer avec l'argent. Donc en fait, les bons clients travaillent à la recommandation. Et c'est pour ça que certains freelances n'ont pas à se poser de questions, parce qu'en réalité, ils ont réussi à lancer le bouche à oreille. Ils ont peut-être eu, dès le début de leur carrière de freelance, quelqu'un qui leur a ouvert leur réseau. Peut-être que ces clients ont été satisfaits et ont eux aussi ouvert leur réseau. Et ça prend du temps et on l'a pas au tout début. Mais dès qu'on arrive à ce niveau-là, alors il y a un effet qui est juste trop bien, qui fait qu'on est constamment recommandé, quand on fait du bon travail, que c'est reconnu et qu'on demande aussi à avoir de nouvelles opportunités, alors tout devient beaucoup plus simple. Mais du coup, vous allez me dire, mais ça au début, on l'a pas.
Et oui, effectivement. Et donc, on ne peut pas miser au-dessus au début, il nous faut quelque chose d'autre pour démarrer, pour au moins lancer le mouvement initial de cet effet boule de neige. En fait, la seule solution pour trouver des clients quand on démarre, c'est d'aller les chercher un par un. Tout d'abord, il faut regarder dans son propre réseau s'il n'y a pas des opportunités. Donc il va falloir communiquer, demander à chaque personne que l'on connaît si il ou elle n'a pas de besoin ou si il ou elle ne connaît pas quelqu'un qui pourrait bénéficier de nos services. Mais ça peut marcher au début, ça peut lancer le début du mouvement, ça peut aussi s'essouffler parce qu'on n'a pas un réseau illimité, sauf peut-être s'il y a des pépites dedans, mais c'est pas donné à tout le monde. Et donc ça veut dire que on peut avoir peut-être nos premières missions ainsi, et c'est pas suffisant. C'est parce qu'après, il va falloir prospecter. Il va falloir trouver des entreprises et les cibler pour pouvoir dire, elle, je peux l'aider. Il ne faut pas être dans une stratégie passive et de tout venant où on est sur les plateformes et peut-être qu'un jour on sera choisi. Non, pas du tout. C'est nous qui allons chercher des gens qu'on peut réellement aider et pour qui on peut proposer des missions intéressantes. Et donc au final, c'est pas si compliqué que ça. On va chercher de potentiels clients qui ont des problèmes de crédibilité, de visibilité, de différenciation à la limite, et on va leur faire part de ce que l'on a vu, et on va également leur dire, voici ce que vous loupez aujourd'hui, ce que vous n'avez pas aujourd'hui. Peut-être parce que ils ne savaient pas qu'il y avait ce décalage entre ce que eux voulaient et ce qu'ils ont en réalité. Peut-être qu'à une époque, ils ont cru acheter une Rolls-Royce et ils ont eu un scooter. Peut-être que ça s'est pas si bien passé que ça avec l'agence ou le freelance précédent. Il y a plein de peut-être, plein de raisons qui peuvent expliquer ça, mais on va arriver et leur dire, écoutez, je crois voir ci ou ça, est-ce que ça vous intéresserait de passer au niveau du dessus? En fait, on n'a pas d'autre choix que de lancer l'effet boule de neige, même si c'est énergivore. Pour certains freelances, c'est arrivé par chance, au gré des rencontres ou parce qu'ils connaissaient quelqu'un, mais pour nous, quand on démarre de zéro, quand on n'a rien, on va devoir la provoquer, cette chance. Au final, allez vous-même les chercher, les bons clients. Trouvez ceux qui ont des problèmes que vous pouvez résoudre, proposez-leur votre aide et dans le lot, un certain nombre pourra accepter. D'ailleurs, si vous voulez faire partie des freelances WordPress qui vivent confortablement de leur activité, prenez un appel diagnostic avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe. On fera le point sur vos compétences techniques, vos compétences business, sur votre stratégie et on verra si on peut vous aider vous aussi. Déjà, avec ces 2 premiers conseils, vous avez tout ce qu'il faut pour lancer et faire décoller votre activité de freelance. Nous, on le voit, le problème de ceux qui vivotent ou chez qui l'activité ne décolle pas, c'est qu'ils n'ont pas compris les règles du jeu. Or, une fois que vous savez quel problème vous résolvez, qui pourrait bénéficier de vos services, et que vous les contactez, bien évidemment, alors tout change et là, vous maximisez vos chances de réussite. Si vous faites cette jonction, alors déjà, vous avez de bonnes fondations pour votre activité. Mais hélas, ça ne suffit pas à créer une activité où on facture 6 000 € tous les mois. Parce que travailler avec 4 clients à 1 500 € chacun, c'est jouable, mais c'est un petit peu dur. 2 clients chacun à 3 000 €, alors les missions sont plus longues, c'est pas forcément évident non plus. En fait, il y a un moment, ça va forcément bloquer. Les missions vont se superposer, il y a un temps incompressible pour chaque client, il y a parfois des retards, des imprévus, les plannings se télescopent, et donc en fait, c'est rapidement invivable. En réalité, au bout d'un moment, ça pète, et surtout, vous étiez tellement en train de travailler pour les clients actuels que vous avez arrêté de trouver les clients de demain. Si on joue au jeu des missions one-shot, ça veut dire qu'en fait, on doit tout le temps faire le même process. Trouver des clients, honorer les contrats. Trouver des clients, honorer les contrats, et ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et au final, c'est pas une vision si intéressante que ça. On peut se piéger et créer une activité dans laquelle nous sommes tout simplement prisonniers. Alors, ok, peut-être qu'on serait victime de notre succès, qu'on aurait l'effet boule de neige, qu'on aurait du bouche à oreille, des missions qui affluent tout le temps, mais c'est notre vie familiale et notre vie sociale qui en pâtiraient. Alors dans ces cas-là, on peut aussi se dire, bah tiens, je vais commencer à déléguer. Et on va glisser dans un mode plus d'agence et pas forcément de freelance. On va se rajouter de nouvelles contraintes. Et si c'est la liberté que vous recherchez en devenant indépendant, bah forcément, vous êtes perdu en chemin. Alors, on peut aussi augmenter ses tarifs, histoire d'avoir besoin de moins de clients. Mais ça devient aussi plus dur de trouver de nouveaux clients. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas augmenter ses tarifs. Dès qu'on a suffisamment de preuves, qu'on a de résultats, qu'on a de bons avis clients, on peut aller dans cette direction-là. Mais il y a également une autre voie. En fait, une fois qu'on résout un premier problème pour un client, peut-être que d'autres vont apparaître. Imaginez, vous avez fait un site pour travailler l'aspect crédibilité, et ce client, grâce à d'autres canaux d'acquisition, est devenu plus crédible,
gagne plus de missions et peut-être qu'il récupère plus de budget. Est-ce que ce serait pas le moment de lui proposer de passer à l'étape d'après? Et hop, s'il accepte, c'est une mission qui était ultra facile à trouver. Alors après, ça c'est le cas de l'ambition, mais il y a un cas encore plus évident quand on est webmaster, c'est qu'on va livrer un site qui fonctionne très bien à la date de livraison. Le client aimerait sûrement que ce site continue de rester en bonne santé pendant les mois à venir. Il faut le maintenir à jour, il faut peut-être certaines évolutions. En fait, si je vous emmène là, c'est parce que tout simplement, il ne faut pas chercher forcément si l'herbe est plus verte ailleurs. On peut déjà songer à nos propres clients existants pour se demander comment est-ce qu'on peut continuer à leur apporter de la valeur. Et du coup, on va pouvoir le faire de deux façons. Tout d'abord, au travers des missions récurrentes. Alors ça peut être de la maintenance préventive et corrective, ça peut être de l'ajout, de la modification de contenu, ça peut être du référencement naturel, du référencement payant, du reporting, tout ce qui peut aider quelque part notre client à avoir un site qui continue de fonctionner, qui évolue et qui peut-être commence à prendre un petit peu plus d'ampleur. Mais il y a aussi le fait d'aider nos anciens clients à passer différents paliers et les accompagner dans leur ambition. Mais pour ça, il faut garder le contact, il faut prendre de leurs nouvelles, il faut savoir où ils en sont. On doit leur montrer ce qu'on a fait, ce que ça apporte, et si d'autres niveaux sont possibles, et s'ils ont envie d'aller jusque-là avec nous. Et en fait, il est là le secret des freelances qui réussissent. C'est qu'ils créent de la valeur pour des clients, et ces clients en redemandent ensuite. Il ne faut pas le négliger. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, peut-être qu'on n'a même plus besoin de trouver de nouveaux clients. On travaille avec une poignée d'entre eux, et ils ont des besoins tels que ça peut occuper notre temps et on peut leur facturer des missions généreuses tous les mois et nous vivre confortablement de notre activité en se disant qu'on a déjà fait le plus gros derrière nous, le bouche à oreille, et puis à un moment on élague et il ne reste plus que des clients super intéressants. Moi d'ailleurs, dans ma 3e année de freelance, mon chiffre d'affaires était composé à 77% par des missions récurrentes ou de long terme avec 3 clients uniquement. J'avais compris les règles du jeu, ils voulaient des sites visibles ou convaincants, il fallait les accompagner comme ça. On parlait le même langage. J'étais devenu un partenaire, un confident, donc on parlait également de leurs résultats, et il y avait ce côté stratégique qui était venu dans la relation. On a pu voir qu'il y avait des résultats, et c'était directement corrélé à ce que j'avais fait, ce qui fait que derrière, c'était des missions qui étaient et faciles et plaisantes, avec des personnes avec qui on avait déjà une bonne relation de confiance, tout était plus facile. Et c'est en faisant ça, avec les bons clients qui ont vraiment besoin de notre aide, qu'on peut créer une activité à 6 000 € ou plus de chiffre d'affaires par mois. Mais par contre, ça veut bien dire qu'on n'est pas choisi parce qu'on fait les sites les plus techniques, ou les plus performants, ou les plus jolis. Non, ça veut dire qu'en fait, on est choisi parce qu'on a une posture différente de plein d'autres freelances. Dans cette vidéo, on a vu que tous les sites ne sont pas égaux. Il y a 3 niveaux d'efficacité et ça devrait être le sujet central des discussions avec nos prospects. Puis on voit s'ils ont vraiment les moyens de leurs ambitions. Mais ensuite, ce n'est pas sur les plateformes de freelance ou les groupes d'entraide qu'on va trouver les bons clients. Ceux-là, on va devoir les chercher les uns après les autres via notre réseau ou en prospectant avec respect pour leur faire comprendre qu'ils passent peut-être à côté d'opportunités. Et pour finir, dès qu'on a de vrais bons clients qui ont de vrais besoins, on doit devenir des partenaires stratégiques et les accompagner sur le long terme. On peut leur proposer de nouvelles missions pour passer au niveau supérieur ou des missions récurrentes pour continuer à les aider dans le développement de leur activité. Étant passé par là, je peux vous dire que ce sont ces 3 clés qui font qu'on a soit une activité galère, sans espoir, soit une activité facile où tout est plus limpide. C'est comme ça qu'on peut viser les 6 000 € de chiffre d'affaires par mois et vivre vraiment confortablement de notre activité. Si vous avez bien compris ces 3 clés, vous n'êtes à rien du tout de pouvoir les implémenter dans votre propre activité. Alors allez-y, faites-le. Et si jamais vous vous dites que ça ne fonctionne pas comme prévu, réservez un appel avec nous et on verra si on peut vous aider. On vous souhaite bon courage et à très vite.